à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire qui va être dédié à la gestion de crise cyber. Donc c'est un sujet passionnant, même si on préfère généralement en parler plutôt que de le vivre. Aujourd'hui, les cyberattaques ne préviennent pas, elles ne prennent pas de rendez-vous et elles savent arriver toujours au très bon moment, voire le pire moment. D'où l'importance d'être prêt, savoir réagir vite et surtout ensemble. Donc, pour nous guider sur ce sujet, comme d'habitude à la Fibre 64, on a fait appel à un expert. Donc, je vous présente Baptiste Faustin, je ne suis même pas sûre qu'il faille encore le présenter, qui est un expert reconnu en gestion de crise cyber. Il va partager avec vous ses conseils, ses retours d'expérience et, on l'espère, quelques bonnes pratiques, même si j'en suis certaine. Je vous rappelle que vous avez un chat qui est à votre disposition, donc vous pouvez laisser un message tout au long du webinaire. Baptiste y répondra à la fin. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, prendre la parole. Je pourrai vous ouvrir le micro si vous le souhaitez. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible cette semaine sur le site webinaire au pluriel.lafibre64.fr. Je laisse sans plus tarder la parole à Baptiste qui vous a préparé une petite présentation aux oignons. Baptiste, c'est à toi. Merci Victoria pour cette introduction un peu trop flatteuse. Non, mais tu le mérites. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on préfère éviter jusqu'au jour où il arrive, c'est la gestion de crise. Alors, il n'y a pas beaucoup de participants pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route si Victoria, tu veux me les faire passer pendant que je présente. Il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Parfait, c'est noté. Donc, le sous-titre de ce webinaire, anticiper, gérer, rebondir, va vraiment tracer la progression du webinaire. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après une crise d'origine cyber. Alors, on va parler effectivement de crise d'origine cyber dans ce webinaire. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir s'appliquer également à des crises qui ne seraient pas d'origine cyber. Comme l'a dit Victoria, j'ai eu peur qu'elle fasse toute la présentation, mais une crise ne prévient jamais. C'est vite le chaos. Si c'est une cyberattaque, par exemple, ça va être généralement déclenché un vendredi soir. Il n'y a plus personne dans les locaux de la collectivité et on se rend compte on se rend pas compte qu'on subit une cyberattaque. Mais ça peut aussi être un service indisponible sans préavis. On a un serveur web qui tombe avec plein d'applications dessus. C'est une crise aussi. Et dans ces deux cas, souvent, on a aussi des usagers qui sont sans réponse. Ça va provoquer une panique, une désorganisation qu'il faut prendre en compte. La vraie différence pour tout ça, c'est la préparation, donc l'organisation. C'est-à-dire que si on s'organise, on sera mieux préparé pour subir et mieux réagir à une crise cyber. Donc, il convient d'anticiper les scénarios, clarifier les rôles et structurer la réponse permettant de limiter l'impact et de retrouver rapidement la maîtrise. En clair, ça veut dire quoi? On va le voir tout au long du webinaire, mais c'est faire des exercices, préparer des documents, préparer des fiches réflexes. Et tout ça, c'est ce qui vous permettra de mieux réagir en cas de crise. Pourquoi il faut se préparer dès aujourd'hui? Parce que j'enfonce des portes ouvertes, mais les crises se multiplient, que ce soit d'origine cyber, d'origine climatique, d'origine technique. Les impacts sont de plus en plus grands. Le numérique aujourd'hui est dans tous les métiers. Dans tous nos métiers, on trouve du numérique. Donc, si on a une crise d'origine, qui concerne le numérique, elle va forcément avoir
plus d'impact, plus en profondeur dans la structure de la collectivité que ça pouvait être le cas il y a 5 ans ou 10 ans. De la même manière, avec la démocratie participative, avec la place donnée aux citoyens, les usagers sont de plus en plus exigeants et c'est normal. Ils attendent que le service soit continu, que ce soit clair, transparent, qu'il y ait de la réactivité. Si on est en crise, on ne peut plus assurer ce volet des missions pour nos usagers. Et enfin, la pression médiatique et politique. Chaque incident, comme c'est écrit, est observé, commenté, arbitré. Et c'est d'autant plus vrai à l'aune des réseaux sociaux avec la vitesse et la proportion que ça peut prendre sur des réseaux comme X, notamment. Alors, l'objectif du webinaire, c'est comprendre les étapes clés d'une crise, comment structurer une réponse efficace, assurer une reprise rapide et renforcer la résilience de votre collectivité. Donc, le but, c'est qu'on essaye de balayer tout le spectre de la gestion de crise pour que vous ayez des clés pour mieux appréhender une gestion de crise. On retrouve sur cette slide le cycle naturel d'une crise qu'on a vu au tout début, avant, pendant, après. Donc avant, on anticipe. Quand c'est la crise, pendant la crise, on la gère. Et après, on va se servir de la crise pour rebondir et pour être encore plus fort dans l'hypothèse où une nouvelle crise surviendrait. Alors, qu'est-ce qu'une crise? Je vous ai mis une définition, il y en a plein d'autres. C'est une situation exceptionnelle qui dépasse les capacités normales de gestion. En clair, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise? C'est le moment, clairement, où toutes nos procédures habituelles ne suffisent plus, quand notre organisation normale ne fonctionne plus. Donc, on est plongé dans l'urgence, dans l'incertitude, on est sous pression, et pour autant, il faut arriver à réagir du mieux possible. Les crises possibles, je l'ai évoqué tout à l'heure, et les origines peuvent être multiples, hein. Peu importe la nature, j'ai envie de dire. La crise va changer de forme, mais pas de logique. Ça peut être une cyberattaque, et c'est ce à quoi on pense le plus souvent quand on pense aujourd'hui à des crises d'origine cyber. Mais ça peut être un incident technique, hein, une panne, une défaillance d'un serveur. Ça peut aussi être une crise sanitaire ou climatique. Avec les tempêtes qu'on a eues il y a un mois, on peut très bien imaginer que ça mette en péril le fonctionnement du système d'information. Et on peut aussi parler de crise réputationnelle dans certains cas. Ça sera souvent couplé avec une cyberattaque, par exemple sur un défacement de site internet ou une propagande qui viserait la collectivité et à nuire à la collectivité. Alors, qu'est-ce qui rend une crise difficile? Alors, j'ai mis une illustration d'un iceberg, hein, c'est-à-dire qu'il y a la face visible de la crise, mais il y a tout ce qu'on n'imagine pas forcément. Quand on est en situation de crise, on est obligé de prendre des décisions rapides. On est désorganisé, puisqu'on a vu avant que c'est quand ça sort du cadre que l'on connaît. On dispose d'informations incomplètes. Là encore, si on prend l'exemple d'une crise liée à une attaque d'un pirate informatique, on ne sait pas quand il a attaqué, on ne sait pas ce qu'il a attaqué. On est vraiment dans le flou. Et bien sûr, tout ça génère du stress qui va du fait gêner notre capacité de réaction et de décision. C'est pour ça que si on rentre dans le vif du sujet du avant, tout se joue avant la crise. Une crise bien gérée est une crise bien préparée. Alors, j'aurais pu mettre être presque toujours
une crise préparée. D'accord, hein, l'idéal, c'est que si c'est préparé, on pourra mieux la gérer. Parfois, ben, on fera quand même front face à des situations que l'on n'a pas prévues, que l'on n'a pas pu anticiper. Donc, voilà. Alors, dans l'anticipation, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qu'on va, quand on est en période de crise, dès qu'on va improviser, ça va forcément révéler des failles dans notre organisation. Et si on a préparé, on laisse moins de place à l'improvisation et notre réaction sera plus solide. Donc, comment on organise? C'est-à-dire qu'avant d'avoir une crise, on définit une cellule de crise, mettre en place une cellule. Qui va participer à cette cellule de crise? Est-ce que c'est les chefs de pôle, le DGS? Est-ce que ce sont des responsables de service? Est-ce que c'est est-ce que c'est que le service informatique? Donc, on doit constituer une cellule de crise. On doit également définir les rôles dans cette cellule de crise. Et enfin, l'organisation qui en découle, c'est-à-dire qu'en fonction des participants, des membres de la cellule de crise, savoir qui fait quoi. Donc, on est bien obligé d'avoir ces différentes strates pour avoir une direction de crise, de la prise de décision stratégique, de la coordination, de la communication en interne et en externe, et de l'opérationnel. Mais alors, ça va être l'opérationnel lié au numérique, au système d'information directement, mais ça va être aussi l'opérationnel par rapport aux ressources humaines, par rapport aux finances. C'est des rôles qui ont besoin d'être sollicités, concernés par cette cellule de crise. Qui fait quoi? Alors, on retrouve un petit peu les mêmes choses, hein, mais le directeur de crise, de la cellule de crise, il va faire la coordination globale. Et quand il y aura des décisions à prendre, il pourra trancher et acter. On a l'habitude de dire qu'une crise mal gérée, c'est quand personne ne sait qui décide. Et effectivement, si on ne prend pas de décision, la crise s'enquiste, on n'avance pas et on perd en efficacité. La communication a aussi un rôle très important, puisque c'est la personne qui s'occupe de la communication qui devra préparer des messages pour orchestrer les prises de parole et qui suivra la réputation de la collectivité. On ne peut pas se contenter de rester dans notre coin en restant sourd à tout ce qui se passera sur les réseaux en cas de crise. On a les différents métiers, une analyse d'impact, quels sont les services prioritaires à rétablir, quelles sont les solutions opérationnelles à mettre en œuvre pour travailler en mode dégradé. Donc, dans la cellule de crise, on a aussi besoin de gens qui viennent des métiers. Et l'anticipation permet de se dire, bon, de quelle personne j'ai besoin dans ma cellule de crise, mais aussi quelles sont les compétences exercées par la collectivité que j'aurais besoin de remettre en service le plus rapidement possible, avec quelles solutions. Tout ça peut être anticipé. Et il faudra évidemment faire appel à quelqu'un qui a des compétences juridiques ou DPO, Data Protector Officer, ou délégué à la protection des données en bon français. Le juridique va s'attacher à vérifier que ce que l'on fait reste dans les cadres réglementaires, que si on a eu des problèmes liés à la donnée et au RGPD, on puisse faire ce qu'il faut, avertir les services concernés. Et si on n'a pas en interne de ressources juridiques, il faudra prévoir quelles personnes on peut solliciter, quelles personnes ressources on peut solliciter, un avocat, un juriste avec qui on a l'habitude de travailler, par exemple. La préparation en amont va nous permettre de définir
les éléments qui vont demain, potentiellement, nous forcer, à nous arrêter de travailler. Donc, on peut faire une cartographie des risques, identifier, classer les menaces selon leur probabilité et leur impact. On fait une espèce de matrice où on a la probabilité qu'un événement intervienne et dans les autres, sur les lignes en colonne, par exemple, est-ce que c'est grave ou pas très grave? Et effectivement, plus c'est probable et grave, eh bien, plus ça sera prioritaire par rapport à quelque chose qui est peu probable et peu impactant. Donc, les services critiques, là encore, on en a parlé juste avant, quels sont les métiers, les systèmes que l'on doit préserver en priorité. Et enfin, établir des scénarios réalistes de crise pour se dire, mais face à telle situation, je vais pouvoir faire appliquer telle réponse. Tout ça, on va pouvoir le faire en amont. On aura besoin d'outils, parce que se préparer en amont, c'est bien. Garder des traces et des documents qui pourront nous épauler le jour J, c'est encore mieux. Donc, on va parler de PCA et de PRA, ou aussi de PCI, PRI, quand c'est limité à la partie informatique. Mais comme on vient de parler des métiers, etc., le PCA, PRA ou le PRA permettra de définir quels sont les services prioritaires. C'est là-dedans qu'on va le retrouver. On aura une trace et qu'est-ce qu'on fait pour assurer la continuité du service ressources humaines? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer la continuité du service de la gestion des déchets, de la collecte des ordures ménagères? Donc ça, on est sur quelque chose de plus global. Et si on regarde par le prisme du numérique, c'est quels sont les éléments de mon système d'information qu'il convient de remettre en service le plus rapidement possible. Donc tout ça sera documenté dans un PCA-PRA. On peut aussi définir des procédures d'alerte. Comment on fait pour appeler les bons contacts, les bonnes actions dès le début de notre crise? Si on a ces procédures d'alerte, c'est assez simple. On sait, c'est une crise d'origine cyber. J'avertis telle personne, je fais passer l'information de telle manière dans mes services. Ils sont déjà au courant parce qu'ils ont eu des fiches réflexes. Et je passe à ma case suivante. C'est-à-dire que les fiches réflexes, elles visent à être distribuées en amont dans les services et en acculturant les services où on va leur dire, ben là, ces différentes fiches réflexes, notamment si on subit une attaque, informatique, voilà ce qu'il convient de faire, les bons réflexes. Si on a inculqué ces bons réflexes en amont, ça fait ça de moins à se préoccuper le jour où intervient la crise. Et enfin, pour être prêt, il faut s'entraîner. S'entraîner, ça va passer principalement par des exercices de crise. On va tester ses réflexes, les rôles que l'on a définis dans la cellule de crise, la coordination dans des conditions réalistes. Ça passe par des simulations, c'est-à-dire qu'on va prendre des cas plausibles, des cas qui peuvent survenir, et on va les travailler. Alors, c'est quelque chose que l'on fait à la FIP 64, on a proposé ça à nos membres, notamment. On l'a déjà joué à la communauté de communes de La Cortèze, un exercice de crise pour s'entraîner. Donc, on simule une attaque où tout est paralysé et on voit comment on réagit. Donc, c'est le genre de choses, d'exercice qui n'a pas besoin d'être très, très, très poussé. Mais c'est un jeu. Alors, c'est rigolo et on peut prendre des choses un peu
un peu plus léger que si, de manière plus légère que si c'était une vraie crise, mais ça a un réel impact sur la résilience à venir de la collectivité. Et à chaque fois qu'on fera des simulations d'exercice, les retours d'expérience nous permettront évidemment d'améliorer les procédures et la préparation en cas de crise. D'où le petit mantra. Oui, j'ai vu la question. Ah, On, très bien, on- c'est bon. on ne, donc, j'ai vu, d'où le petit mantra, on ne gère bien que les crises que l'on a déjà simulées. Donc voilà, j'attendais de finir ce bloc. Là, je viens de finir le bloc Parfait. préparation. Et j'ai vu la question d'Amélie qui demande si on a des trames de PCA, PRA. C'est des documents qui sont très, très spécifiques à à la collectivité. On peut, il y aura bien sûr des communs. Alors à la fin, je vous partagerai des ressources de l'ANSSI, de cybermalveillance. Il y a des documentations des documentations de l'ANSSI, notamment sur comment établir un PCA, PRA. C'est c'est difficile de donner une trame vraiment toute faite pour ce genre de document. On a eu la réflexion cette semaine déjà sur sur la charte informatique, par exemple. Déjà, une charte informatique dans une collectivité doit répondre à une réalité sur le terrain. On n'a pas tous du Wi-Fi public, on n'a pas tous des serveurs. Donc, une charte informatique, elle va devoir être adaptée en fonction de la situation. Et c'est encore plus vrai pour un PCA, PRA. Parce il peut y avoir dedans aussi des dimensions. Alors, on n'a pas tous les mêmes compétences. Voilà. Alors, j'ai bien vu la réponse, Amélie, qui consiste à dire que vous seriez intéressé d'une manière générale sur les grandes lignes d'un PCA PRA. Je vous mettrai le lien, je vais me le noter, hop, il y a le guide de l'ANSSI, mais qui est très complet, et il y en a d'autres, mais je vous ferai passer le participant pourra faire passer de la documentation et des liens, où je les rajouterai dans la présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Non, cette partie-là, non. Ok. Oui, une question, s'il te plaît, Baptiste, c'est Amalia. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les principales erreurs qui sont faites en gestion de crise quand on n'est pas prêt, justement? En termes de communication ou en termes, voilà, est-ce que tu as en tête comme ça des erreurs qui sont commises parce que justement personne n'était préparé? Je préférerais te répondre à la fin quand je serai préparé. Non, ça c'était pour faire un bon mot. Ça va si je te réponds maintenant, ça va déflorer ce qu'on va voir après, qui Ok. consiste à dire comment on réagit, comment on doit ce qu'on doit faire en temps de crise. Mais Ok. si c'est pas assez clair, je t'invite à me reposer la question à la fin et qui fera écho à ce qui aurait été dit dans les parties suivantes. Très bien. Elle est trop rapide, Amalia, elle voulait en savoir trop vite. Ou alors elle voulait qu'on s'arrête déjà, je sais pas. Allez, on te laisse continuer. Merci. Donc, si on reprend le plan très basique de la présentation, qui est de dire avant, pendant, après, on arrive au pendant. La crise, quand tout s'accélère. La première chose, quand la crise intervient, c'est qu'on ne sait pas encore que c'est une crise. Il faut savoir détecter et alerter. Parfois, les signaux sont faibles. Il y a des trucs qui ne marchent plus très bien, mais pour autant, on ne considère pas ça comme des signaux d'une crise. Donc, il faut s'entraîner à détecter ces bons signaux. D'où une remontée d'informations rapide qui est nécessaire, et ne pas sous-estimer des signaux. Alors, si on parle au numérique, évidemment, plus notre système d'information
est bien documentée, est bien connue, est bien organisée, plus ce sera facile de détecter ces signaux. Une fois qu'on a détecté ces signaux, il va falloir activer la cellule de crise. Alors, on a l'habitude de lire dans les documentations spécialisées que souvent les 30 premières minutes comptent plus que les 3 heures suivantes. Donc, plus on perd de temps, plus on va se mettre dans la panade pour la suite. Donc, pour activer la cellule de crise, c'est les réunir rapidement. Donc, ce qu'on a vu préalablement, on ne peut réunir rapidement une cellule de crise que si on sait exactement qui compose cette cellule de crise. Ça va de soi. Dans cette cellule de crise, il va falloir structurer les échanges et centraliser l'information. Les priorités absolues que l'on doit traiter dans ces gestions de crise. Si à un moment donné, la crise qui survient met en jeu la sécurité des personnes, ça doit être une des priorités absolues. Quel que soit le contexte, un exemple qu'on a pris en exercice de gestion de crise, c'est de dire, par exemple, je n'ai plus accès aux données des enfants accueillis à la crèche et je ne sais pas dire quelles sont les allergies des enfants qui doivent manger à midi à la crèche. On est dans un risque direct de sécurité des personnes. Il peut y avoir plein d'autres cas de figure. Si on gère la signalisation tricolore de la ville et que c'est en panne, ben c'est un autre niveau de sécurité des personnes. Donc ça doit être votre priorité absolue à tout moment dans une gestion de crise. Si quelqu'un évoque le risque de sécurité de personnes, ça doit devenir votre priorité. Il y a aussi évidemment les services essentiels, savoir ce qu'on a dit tout à l'heure, quel service on va choisir de rétablir en priorité. Et enfin, tout ce qu'on pourra mettre en œuvre pour limiter les impacts. Alors là, c'est un peu facile à dire comme ça quand c'est écrit, mais ce qu'il faudra bien appréhender, c'est tout ce qui peut être considéré comme du bruit. Au milieu de la crise, il y a des gens en interne, qui ne sauront pas ce qui se passe, qui vont poser des questions, qui n'attendent pas forcément une réponse immédiate, mais qui peuvent générer du bruit dans la communication et dans la gestion des priorités. Donc ça, c'est un élément clé aussi de la vie de la cellule de crise, c'est de savoir gérer ce bruit, cette pollution, entre guillemets, qui va venir impacter la bonne communication, la fluidité des échanges au sein de la cellule de crise. En situation de crise, il faut savoir décider. C'est pour ça qu'on a besoin d'un dirigeant dans la cellule de crise. On retrouve les éléments qu'on a déjà vus. Hein. C'est savoir prendre des décisions rapides, malgré le fait de disposer d'informations imparfaites, et on sera toujours en train de faire des arbitrages. Si on n'a pas défini à l'avance qui doit faire ces arbitrages, vous imaginez la pagaille que ça peut être. Donc la décision est un élément très important de la gestion de crise, mais la communication est également une clé que l'on ne peut pas éviter. On ne peut pas ne pas communiquer. En interne, informer les agents, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux fiches réflexes. Mais même avant ça, c'est de pouvoir assurer une information égale à tous les agents.
Ça veut dire que si, par exemple, dans le cas d'une crise cyber, on n'a plus de téléphonie. Notre système de téléphonie classique ou de mail n'est plus disponible. Il faut avoir pu anticiper des moyens de communication alternatifs, qu'on puisse savoir comment communiquer avec les agents, alors qu'on ne peut plus leur envoyer de mail comme on l'aurait fait très basiquement. Donc la communication en interne et la communication en interne pour informer les usagers et les médias. Il est évident que les médias voudront savoir. Si on ne communique pas, ils inventeront. Donc, il va falloir penser à communiquer. De la même manière, quand on a parlé de préparation, il est conseillé de préparer à tête reposée, avant que la crise survienne, il est conseillé de préparer des éléments de langage, des contenus qu'il suffira juste d'adapter au dernier moment, mais qui permettent de dire, d'avoir une trame de réponse en fonction des différents types d'événements qui ont généré la crise. Dans l'exercice qu'on a mené, on déconseille très largement de faire un point presse, par exemple, mais plutôt des communiqués de presse dont on maîtrise absolument la portée et le contenu. Hop, piloter la crise. OK, donc on a quelqu'un qui prend des décisions, on a quelqu'un qui communique et, comme on l'a vu au préalable aussi, qui regarde ce qui est dit sur nous pendant la crise, c'est ce qui permet de s'adapter aussi en fonction de ça. Et maintenant, il va falloir piloter la crise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est là, comment on fait pour faire vivre cette cellule de crise? Un des éléments, c'est de faire des points de situation réguliers. Quand on est dans la cellule de crise, on essaye autant que possible de tous s'écouter, mais parfois, c'est pas facile. Et c'est ce qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, sur n'importe quelle réunion. Au bout d'un moment, il y a des gens qui parlent en aparté, qui parlent sur un sujet qui pourrait intéresser tout le monde, et parfois, on perd de l'information comme ça. Donc, il est primordial, pendant la gestion de crise, de faire des points de situation réguliers. Ces points de situation réguliers permettront de faire des remontées, par exemple, aussi aux élus. Toutes les 2 heures, ou en début de matinée, en fin de matinée, ou sur des éléments, sur des plannings bien définis, à chaque fois faire un point de situation technique, l'ampleur de l'impact, les services touchés, les solutions de remédiation envisagées, etc. Ce qui va être le pendant un petit peu de ça, c'est un tableau de bord simple. Dès le début de la crise, mettez en place un tableau de bord qui va vous permettre de tracer les différentes actions que la cellule de crise a décidé de mener. Je vais dire n'importe quoi, mais la crise intervient le soir à 18 h. La cellule de crise se réunit à partir de 18 h. Et à un moment, il faudra que les gens de la cellule de crise mangent. C'est assez terre à terre, on sort vraiment du SI. Si tout le monde se dit « Ah oui, il faudrait qu'on commande des pizzas », le cliché, il faut qu'on commande des pizzas. Si tout le monde se dit « Il faut qu'on commande des pizzas », mais qu'on n'a pas mis dans un tableau de bord l'action commander des pizzas, qui doit le faire, est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait, c'est une tâche qui peut être oubliée. Donc là, c'était l'exemple trivial de se nourrir, mais ça va être pareil pour toutes les actions qui sont décidées. Inscrire l'action sur un tableau, dire quel est le responsable de cette action et si ça a été fait ou pas. Oui, quand ça a été fait. Ça peut être rédiger le communiqué de presse pour les élus, etc. Bon, voilà.
et en faire un journal de crise, qu'on va appeler aussi une main courante. C'est un outil que vous devrez utiliser pour tracer tout ce qui est dit dans la cellule de crise. Ça permettra de retrouver, un peu comme le tableau de bord, en plus détaillé si possible, mais de retrouver à chaque fois qu'une décision a été prise, qui a pris la décision, qu'est-ce qu'on a décidé, pourquoi on l'a décidé, et à quelle heure on l'a décidé. Alors ça, ça permettra ensuite de faire un retour, savoir ce qu'on a mal fait et ce qui est perfectible pour les fois suivantes. Mais surtout, ça peut permettre aussi, si la crise s'éternise, qu'est-ce qu'on a pris comme décision alors, on a changé d'équipe parce qu'il a bien fallu que les gens aillent dormir et les autres des collègues nous remplacent dans la cellule de crise. Qu'est-ce qui a été décidé pour les repas des crèches? Si on l'a tracé nulle part, on repart de zéro et on retravaille sur des éléments que l'on a déjà traités. Donc voilà, de manière assez rapide, ce qu'on doit faire pendant la crise. Et enfin, on va s'intéresser à ce qu'on va pouvoir faire après la crise. Donc, la fin de la crise en soi, c'est pas la fin de tout le travail. Donc, si on suit un peu ce petit serpentin, ce qu'on appelle la clôture de la cellule de crise, ça ne veut pas dire qu'on est revenu à un état nominal dans tous les services. C'est-à-dire qu'on a endigué la crise et on a établi un plan de remise en service. La remise en service suite à une crise peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de retrouver un état normal. Donc là, on considère comme fin de la crise la fin du gros rush où la cellule de crise était réunie en permanence. Et là, on va être sur du temps long. Et qu'est-ce qu'on doit faire sur le temps long? Donc, il va falloir évidemment stabiliser, réduire les risques immédiats. Donc ça, c'est ce qui découle directement de notre cellule de crise. Ensuite, restaurer les opérations clés. Bien sûr, avant de restaurer, on s'assure bien qu'on ne va pas se faire à nouveau attaquer ou parce que le virus était dormant dans nos systèmes et on l'a remis en service avec les mêmes virus et donc on repart dans le même spirale. Donc, on va restaurer les services clés, ce qu'on a évoqué déjà au préalable. Et enfin, dans un temps un peu plus long, pour des réactions plus à froid, apprendre de ces erreurs, intégrer les leçons que l'on a retenues de cette crise et avancer vers un prochain cycle où on aurait à nouveau une crise, etc. Ce cycle que l'on a ici, il est valable également si on fait un exercice de crise. L'exercice de crise, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il va nous permettre de réagir à chaud, de voir ce qu'on a fait, et toute la partie apprendre de ce que l'on a fait, ça va forcément être bénéfique même après un exercice. Donc, ce que je disais, hein, le retour à la normale, redémarrer vite, c'est bien, oui, mais surtout, ce qu'il faut, c'est redémarrer proprement. Donc, le retour à la normale, ça demande un redémarrage progressif. Donc, on aura peut-être, pendant la cellule de crise, redémarré 1 ou 2 services qui étaient considérés comme vitaux, mais tous les autres services nécessiteront d'être redémarrés progressivement. D'où une priorisation et une sécurisation de notre système pour savoir que ce que l'on redémarre ne va pas remettre en péril tout ce que l'on a mis, tout ce que l'on a essayé de corriger. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'impact humain d'une crise. La crise, c'est des éléments techniques qui tombent en panne, qui retrouvent bloqués, mais c'est aussi et surtout
des humains, des agents qui tiennent les rênes pour redémarrer ces services et faire en sorte que ça n'empire pas. Donc, des éléments qu'on a déjà vus, hein, la fatigue des équipes. Les gens ne pourront pas rester dans la cellule de crise pendant 48 heures d'affilée ou 72 heures d'affilée. Il faut savoir gérer ce stress. Les agents ont besoin de reconnaissance. Alors, dit comme ça, c'est encore une fois un peu enfoncer des portes ouvertes, mais il faut l'avoir à l'esprit. Pour le sortir, une fois qu'on sera sorti de la crise, il faudra à nouveau être en mesure de communiquer, donc communiquer en interne et en externe. Donc, dire à nos collègues, bon, c'est bon, tout est redevenu normal pour le service finance, par exemple. Vous pouvez recommencer à travailler de manière normale. Ou après, d'une manière générale, c'est bon, tout le monde est rétabli comme ça devrait être. Et aussi, en externe, restaurer la confiance. Si, en fonction des réactions qu'on aura pu observer sur les réseaux sociaux, c'est être le plus transparent possible pour que le public comprenne ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et qu'on fait tout dans l'intérêt du public. Mince, je voulais dire quelque chose, je l'ai mangé, c'est pas grave. C'est pas très grave. Apprendre de la crise. Donc, toujours pareil, un débrief à chaud, c'est intéressant. Alors, c'est plus facile à faire sur un exercice que sur une vraie crise, mais le débrief à chaud permet de relever des éléments qu'on ne relèvera, auxquels on ne pensera plus quelques jours après. On va analyser nos points forts et nos points faibles dans une démarche d'amélioration continue. Ça permettra de s'améliorer sur ce qui a été perfectible et de capitaliser sur les points forts. Donc, on redit un peu la même chose sur ce slide, c'est-à-dire que la crise, OK, on a été en situation de crise, ça devient une opportunité, on l'analyse, ça permet de se dire que ça ne se reproduira pas, ou en tout cas, si ça se reproduit, on pourra mieux le gérer. Donc, en résumé un petit peu, les 3 clés de la réussite, c'est l'anticipation, l'organisation, la gestion de l'humain. Et tout ça va nous permettre de, alors, en me relisant vers une culture de la résilience, c'est un peu pompeux, mais effectivement, le but, c'est que cette démarche nous permette d'être le plus résilient possible dans un processus d'amélioration permanente. Ça se construit dans le temps. Si vous n'avez à ce jour rien fait pour la gestion de crise et qu'il y a une crise demain, elle sera forcément plus dure à affronter que si vous mettez déjà à préparer des documents, des ressources et que vous affrontez une crise dans un an. La question, c'est pas est-ce qu'on va subir une crise, mais très probablement quand est-ce qu'on subira cette crise. Donc ça se prépare, ça s'organise, la résilience se construit. Comme Victoria l'a proposé, vous pouvez prendre la parole et poser des questions parce que j'en ai terminé. J'ai oublié de marquer quelque chose qui est important aussi dans la préparation, ou alors je suis passé vite dessus, ou j'ai zappé la diapositive, je ne sais plus trop, mais dans l'anticipation, c'est identifier les personnes ressources que vous allez pouvoir mobiliser en cas de crise. Donc, on a vu en interne pour la constitution de la cellule de crise, mais ça va être en externe aussi. Est-ce que j'ai un conseiller juridique? Est-ce que j'ai un avocat? Est-ce que j'ai ses coordonnées quelque part de manière certaine
pour pouvoir le contacter le jour J, le numéro de la CNIL, le centre de ressources et incidents cyber de Nouvelle-Aquitaine, le centre, le CRC du Béarn ou du Pays Basque, l'ANSSI, voilà, votre prestataire informatique évidemment. Donc tous ces contacts, toutes ces personnes ressources, idéalement, sont tracés dans des documents que vous avez utilisés pour préparer votre gestion de crise. Pardon. Oui, Baptiste, merci beaucoup. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais peut-être juste préciser dans le cas où c'est une petite commune et qui n'a pas de juriste, qui n'a pas de DSI, tout ça peut-être juste... Ni d'attaché de presse. Voilà, comment peut-être dans le cas d'une gestion de crise Par contre, on démarre. Par contre, on démarre. Vraiment, le cas d'une toute petite, vraiment une commune comme on a beaucoup dans le département, peut-être à 90%, quoi. Alors, oui. J'allais dire l'impact d'une crise d'origine cyber dans une petite commune est moindre, mais en même temps, si elles n'ont qu'un seul ordinateur et que cet ordinateur est en panne, on ne peut plus rien faire du tout. Donc, des principes qui sont valables, c'est que tout ce qu'on prépare pour une gestion de crise, on va le préparer, tant qu'à faire, sous forme papier. C'est-à-dire que si on a un dossier sur son ordinateur avec marqué « à utiliser en cas de crise » et que notre ordinateur est en panne, c'est un peu couillon ce que je dis, mais effectivement, on n'a plus accès. Donc, ça veut dire que tout doit être rematérialisé. Donc, un carnet d'adresses, ce qu'on disait, un carnet d'adresses. Après, la collectivité peut faire appel aux gens qu'elle connaît. C'est un peu l'intérêt des fiches réflexes dont on parlait. C'est-à-dire que dans une fiche réflexe, c'est se dire, mais je vais pouvoir m'adresser, par exemple, à la FIP 64, parce que je sais que la FIP 64, sur le département, s'occupe de ces thématiques. Alors, ce n'est pas nous qui viendrons réparer le système, mais on pourra vous orienter vers le CRIC, vers le centre de ressources incidents, vers des prestataires qui sont labellisés experts cyber et qui sont reconnus dans la gestion de crise. Ces experts sont souvent techniques, mais peuvent aussi aider sur la partie un peu plus organisationnelle et communication. Il doit y avoir un service juridique à la PGL, si je ne m'abuse. Donc, j'imagine qu'on doit pouvoir faire appel aussi à ces services-là en cas de crise. Et on est tous dans le même bateau pour le service public sur le département. Donc, on fera, si quelqu'un est confronté à une crise, le but, c'est qu'on s'entraide pour en sortir. Un truc bête, qui me vient comme ça, mais vraiment, je suis une petite commune, mon ordinateur tombe en panne, j'ai plus du tout d'informatique. Plutôt que d'aller racheter un ordinateur chez Leclerc, peut-être que la petite commune dont je dépends a un ordinateur à me dépanner, sur lequel je vais pouvoir travailler. Ou peut-être que nous, la FIP 64, on peut vous mettre à disposition un ordinateur le temps de la crise. C'est des choses, ou une borne 4G qui vous permet d'accéder à Internet sans repasser par votre système classique et qui est peut-être contaminé. Donc, donc, je n'ai pas j'ai pas une réponse unique par rapport à cette question, mais j'imagine que les réseaux qui existent entre nous peuvent nous servir. Je vais compléter Merci, avec Baptiste. cette slide pour aller plus loin. Donc, les ressources, les contacts, les références utiles pour la gestion de crise. Donc, le plan de gestion de crise, savoir ce qu'on fait en gestion de crise, ça reprend tout ce que j'ai dit un petit peu. Des contacts clés, des références utiles, des guides sectoriels, des retours d'expérience, des outils de suivi, matrice des risques, tout ce qu'on a évoqué. Donc, je le remets ici. Je vais vous partager mon écran. Hop, attendez, je ne pourrais pas faire de bêtises et partager n'importe quoi. Donc là, typiquement, c'est
c'est une fiche réflexe de cybermalveillance.gouv.fr. Fiche réflexe qui, vous voyez, là, tient sur 2 pages. Que faire en cas de cyberattaque? Typiquement, ça, alors cybermalveillance, c'est plutôt orienté grand public, mais la fiche, elle est conçue pour des élus dirigeants de collectivité. Ce genre de fiche, c'est parfait pour une petite commune ou pour une petite structure. Sur une plus grosse quantité de communes, on a des choses plus organisées, mais ça, typiquement, ça peut servir aussi pour les équipes. Quels sont les premiers réflexes? Donc, le premier conseil, c'est on imprime ces fiches. Alors, cette fiche, typiquement, elle pourrait très bien être imprimée et affichée derrière le bureau de l'agent. Derrière le bureau de chaque agent, éventuellement. Donc, il y en a plein, hein, des fiches. Donc, ça, c'est cybermalveillance. Alors, oui, vous voyez, on peut rajouter aussi le nom du contact, un numéro de téléphone, parce que le jour J, il faudra que j'appelle tel prestataire. Je le mets ici. Hop, qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Un exemple de main courante. Une main courante, ce que je l'ai dit, c'est ce qui permet de tracer toutes les opérations. Donc, vous voyez, les actions sont numérotées. Alors là, ça s'arrête à 35, mais on imagine qu'on imprime avec 100 lignes. La date, l'heure, le type d'information des décisions d'action, la description, qui est responsable, le statut. Typiquement, on décide, si je reprends l'exemple tout à l'heure, on décide d'acheter des pizzas et le statut, c'est affaire. Et à 2 heures après, il y aura une entrée, statut réalisé, parce que les pizzas auront été commandées. Et manger. On peut le rajouter après. Mais du coup, est-ce que c'est pas une obligation de faire cette main courante? C'est fortement conseillé? Il n'y a aucune obligation. C'est très, très, très vivement conseillé. D'accord. Notamment quand il y aura des décisions, des prises de décision, si on revient concernant qui touche aux personnes. Si on prend une décision sur les repas de la cantine, Oui, c'est bien de le tracer. Nous, on a décidé de faire ça. Et si jamais il devait y avoir un recours juridique derrière, judiciaire, on a la typologie des actions. D'accord, très bien. Voilà, alors comme donc Amélie réagit, c'est pas obligatoire, mais super utile. Voilà, si on est dans une cellule de crise qui va durer qu'une journée, tout le monde sait à peu près ce qu'on a dit. Dans l'absolu, on ne sait pas, si on change d'équipe, s'il y a quelqu'un qui est remplacé, il faut qu'on ait ça sous le coude. Et chose importante, la rédaction de la main courante doit être confiée à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt vital dans la gestion de la crise. C'est pas le directeur qui va tenir la main courante, mais ça ne doit pas être non plus le référent informatique qui tient un jour la main courante, parce que le référent informatique, il aura peut-être besoin de préparer un PC, il aura peut-être besoin d'expliquer techniquement, et il ne pourra pas être dédié à la gestion de la main courante. D'accord. Et comme dit Madame Hustex, ça peut être bon pour toutes les crises, pas que forcément les crises cyber. Ils ont eu le cas effectivement à Pontac il n'y a pas longtemps avec les crises d'inondation. Et là, on les a téléchargées, mais elles sont disponibles en ligne. Les fiches réflexes de cybermalveillance. Donc, il y a plein de fiches réflexes en fonction de si c'est de l'hameçonnage, du délit de service, de la défiguration. Donc, ça devient un peu parfois technique. Mais typiquement, les premiers gestes en cas de cyberattaque, c'est pas celle que je vous ai montrée, mais les premiers gestes en cas de cyberattaque, ah, si, c'est celle-là. Si, oui. OK. Est-ce que quelqu'un veut partager une expérience justement de crise, de gestion de crise, même si elle n'est pas cyber, parce que comme l'a dit Baptiste, on parle quand même de choses qui font appel aux mêmes réflexes et compétences. Madame Hustex, si vous souhaitez prendre la parole, je peux vous ouvrir également le micro pour vous faire part de votre expérience, si vous le souhaitez. Je vous ai ouvert, si jamais. Écoute, Baptiste, pour l'instant... Ah oui, Madame Hustex, vous avez ouvert le micro. Oui, bonjour. Non, juste
pour corroborer, moi j'ai eu sur des crises, alors événements naturels hein, plutôt, déclenchement du PCS, mais également il y avait eu une grande journée de formation gestion de crise organisée par la préfecture du 64 et le SDIS, c'était à Salis, où on avait fait un certain nombre d'exercices et justement ils avaient insisté fortement sur le suivi, j'allais dire minute par minute, de ce qui se passe et de l'importance de pouvoir retracer les actions de celle qui peut nous sembler la plus importante à la plus anodine. Ça nous avait permis, notamment dans l'exercice, dans un groupe, de se rendre compte 1 heure après qu'on avait oublié d'évacuer, alors fictivement bien sûr, mais 20 personnes d'un camping qui étaient en train de prendre l'eau parce qu'on s'était basé sur nos habitudes, nos réflexes, voilà. Donc non, très utile et oui, et des bases déjà rédigées parce que je pense que le problème dans bon nombre de nos collectivités qui n'ont pas des ressources dédiées clairement à l'informatique, à ceci, cela, où on a plusieurs personnes qui sont un peu les couteaux suisses. Le problème, c'est que c'est jamais la priorité et ça deviendra prioritaire le jour où on sera dans le dur, dans la crise, et ça sera un peu trop tard. Donc moi, je suis personnellement à la recherche de tout ce qui peut me faire gagner du temps. Et voilà, vous avez toutes les fiches à imprimer. Impeccable. Et là, enfin, je vous mets en lien la documentation. Et je vous le mettrai également sur le site des webinaires. Donc, vous aurez une page spécialement dédiée à la gestion de crise où dedans, je mettrai également tous les liens que Baptiste vous met actuellement dans le chat. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir eu au format papier, mais effectivement, il y a sur l'ANSSI, il y a quand même 3 bouquins entiers sur la gestion de crise, dont un dédié à anticiper et gérer sa communication de crise cyber. Donc, ça rejoint la question de tout à l'heure, si on a personne en interne, etc. Oui. C'est un documentaire qui fait 50 pages, donc il y a de quoi lire. Crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique. Donc là encore, il y a plein de ressources. Ça peut être un peu touffu. Et organiser un exercice de gestion de crise, c'est ce qu'on a utilisé nous. Mais voilà, il y a pas mal de documentation cybermalveillance ANSSI là-dessus. C'est assez intéressant. Et quand on tape PCA, PRA, on trouve beaucoup d'exemples sur Internet. J'essaierai de trouver quelque chose qui est un peu plus adapté pour vous mettre le lien. Mais ouais. Merci Baptiste. Donc, on oublie Musso, Grimaldi et autres que je n'aurais pas cités et on passe à la gestion de crise. Voilà, passionnant. Merci Baptiste. De rien. Bon, ben écoutez, je vous propose de terminer, on a à peine débordé, donc je vous propose de clôturer ce nouveau webinaire sur la gestion de crise. Merci Baptiste pour ton intervention, merci Amalia également, et merci Mme Mustex également pour votre intervention. Je vous donne rendez-vous maintenant, ça sera fin avril, pour un webinaire sur les objets connectés. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup, bon appétit et merci encore à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.